Je vais vous présenter aujourd'hui donc ce que les récifs coralliens nous apprennent pour ce qui concerne les changements du niveau de la mer. L'ensemble des résultats que je vais vous montrer ici a été mené en collaboration avec pas mal de collègues, comme vous pouvez le voir, et notamment une grosse équipe du CEREJ menée par Édouard Barr, et avec lesquels nous travaillons donc sur les datations et les reconstitutions du niveau de la mer à différentes échelles de temps. Donc alors d'abord, qu'entendons-nous par changement du niveau de la mer? Ce qui est important, c'est donc de mesurer le changement de position, de l'élévation de la surface de l'océan par rapport à la Terre, par rapport au continent. Et ça se trace avec des indicateurs de niveau de la mer et de relever donc les variations de reconstitution du niveau de la mer dans le temps et les replacer par rapport au niveau marin actuel. Ça, c'est tout à fait important, ça paraît basique de le dire, mais ça présuppose deux choses. La première chose, que vous êtes capable de bien dater un indicateur du niveau de la mer, et deuxièmement, que cet indicateur soit un indicateur fiable. Comme on va le voir, ce n'est pas toujours évident. Pour ce qui concerne les changements du niveau de la mer, il y a X paramètres qui influencent le niveau de la mer, ce qui fait que ce que l'on mesure à un endroit donné, c'est une variation relative, ça n'est jamais une variation absolue. Donc il y a différents paramètres qui agissent sur le niveau de la mer. Il y a tout ce qui concerne le changement dans le volume de l'océan, c'est-à-dire tout ce qui peut venir notamment de la fonte des calottes polaires, des glaciers, etc. Tout ce qui peut être lié au phénomène d'expansion thermique, c'est-à-dire donc l'élévation du niveau de la mer en fonction des températures, mais également tout ce qui peut affecter tous les processus de la Terre, qui peuvent affecter la forme des bassins, donc par exemple la formation des rides océaniques, les changements dans les vitesses d'expansion océanique, mais également tout ce qui concerne donc les mouvements de la Terre, qu'il s'agisse de subsidence, de surrection, tout ce qui concerne les phénomènes isostatiques, etc. Donc c'est un ensemble de phénomènes qui vont affecter la position du niveau de la mer. Ce qui est important, c'est d'essayer de reconstituer l'amplitude et la chronologie de ces variations sur différentes échelles de temps. J'insiste vraiment sur cette notion-là, différentes échelles de temps. Vous verrez que je vais y faire très souvent appel ici. On va d'abord revoir très rapidement quels sont les changements du niveau de la mer assez récents, tout ce que l'on projette pour le futur. Ce sont des données que Annie Cazenave notamment m'a données. Ensuite, je ferai vraiment un résumé très bref des différentes possibilités que nous avons avec nos indicateurs géologiques pour reconstituer ces changements du niveau de la mer. Et puis, bien sûr, je centrerai sur ce qui concerne les récifs coralliens. Alors, pour montrer l'urgence du problème pour ce qui concerne les niveaux de la mer, c'est qu'on a actuellement, grosso modo, 700 millions de personnes qui vivent dans ce qu'on appelle la Low Elevation Coastal Zone, c'est-à-dire les 10 mètres à peu près au-dessus du niveau de la mer actuelle. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas ce que dans un avenir proche cela pourrait donner du point de vue des installations humaines, de la vie des hommes dans ces 10 mètres au-dessus du niveau marin actuel. Bon, nous n'en sommes pas encore là, ni là, mais par contre, nous en sommes déjà là. Pour ce qui concerne les changements du niveau de la mer au XXe siècle, on a maintenant des enregistrements. On a des enregistrements qui sont basés sur des marégraphes qui ont montré que jusque dans les années 2000, là, on a une augmentation moyenne du niveau de la mer de à peu près de 1,7 mm par an. Mais on a surtout l'altimétrie satellitaire qui, depuis les années 90, nous donne des mesures extrêmement précises. Bon, Annie est beaucoup mieux placée que moi pour parler de ça. Et là, maintenant, on arrive à des taux qui sont un peu plus de 3 mm par an. À garder en tête ces valeurs-là, parce que je vais les comparer ensuite avec ce que nous avons dans l'ancien. Sur ces 3 mm, on a pour les deux principaux facteurs, c'est-à-dire l'expansion thermique et la fonte des calottes polaires et des glaciers, des valeurs qui sont respectivement de 1,1 et de 1,6 mm par an. Ce sont les enregistrements. Les enregistrements, on voit qu'ils vont pas tellement au-delà du XXe siècle. Et nous, ce que nous avons besoin de connaître, c'est la variabilité climatique. Essayer de comprendre si actuellement, c'est effectivement l'homme qui agit sur le climat, qui agit sur le niveau de la mer. Et pour cela, nous avons besoin du recul
pour pouvoir apprécier la variabilité climatique naturelle. Pour ce qui concerne les projections sur le 21e siècle, vous voyez qu'il y a une grande dispersion de ces prédictions. On est entre 25 et 100 cm à la fin de ce siècle. Ça veut dire des vitesses qui sont comprises entre 2,5 et 10 mm par an. Là encore, gardez les valeurs en tête, 2,5 à 10 mm par an. Ce qui est à peu près sûr au-delà de cette année-là, de ce siècle-là, c'est qu'on ne sait pas vraiment où l'on va. Et là, il est sûr que les eaux pourraient monter de façon tout à fait rapide. Pourquoi? Parce que ces incertitudes, ces différents scénarios possibles que nous ne maîtrisons pas réellement, sont liés au fait qu'on connaît assez peu la contribution relative des différentes calottes polaires, mais je pourrais rajouter également les glaciers, à ce niveau marin mondial. On voit qu'ici, que pour ce qui concerne le Groenland et l'Antarctique, on a eu une accélération au début de ce siècle, une accélération assez conséquente de la fonte de ces calottes polaires. Ce qui est tout à fait inquiétant ici, c'est que l'ensemble de ces calottes-là représente à peu près 65 mètres en équivalent niveau marin. Donc on est vraiment bien au-delà même de la Low Elevation Coastal Zone dont on parlait tout à l'heure. Donc il s'agit de mieux connaître la variabilité climatique de ces calottes polaires. Il y a vraiment un besoin impérieux d'obtenir des enregistrements dans le passé pour connaître donc cette variabilité climatique. Ces épisodes du passé qui sont liés à des épisodes de réchauffement comparables à celles qu'on vit déjà et qu'on pourra attendre dans le futur. Pour cela, vous allez voir qu'on va envisager différents scénarios. Pour ce qui concerne donc l'enregistrement géologique, il y a différentes approches pour reconstituer le niveau de la mer. Pendant des années et même des décennies, on s'est basé principalement sur les données isotopiques sur des carottes océaniques. Ça, les programmes de forage océanique depuis DSDP, ODP et les nouveaux IODP ont contribué grandement et ont permis de reconstituer, au moins de façon assez générale, les fluctuations du niveau de la mer. Il y a également tout ce qui concerne les enregistrements sur les marges continentales, qui sont moins précises, mais qui donnent une idée de la réaction ou de la réactivité des systèmes sédimentaires aux remontées du niveau de la mer. C'est ce qu'on appelle les méthodes de stratigraphie séquentielle. Et là aussi, les forages océaniques ont joué leur rôle là-dedans. Et enfin, il y a des enregistreurs extrêmement fiables des variations du niveau de la mer. J'ai placé ici les récifs coralliens, bien évidemment, dont on va parler aujourd'hui, mais aussi tout un tas de systèmes côtiers qui sont tout à fait intéressants, les marais salants, etc., qui donnent des enregistrements relativement précis. Et donc, nous, aujourd'hui, on va regarder plus de précision les récifs coralliens. Si l'on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans le temps, et notamment depuis le Crétacé, on voit que globalement, le niveau de la mer, en tout cas tel qu'il est reconstitué, montre une diminution assez conséquente, liée à l'installation progressive de calottes polaires. Vous voyez qu'ici, depuis le Crétacé jusqu'à l'Éocène, nous avions des petites calottes polaires au niveau de l'Antarctique et qui étaient souvent éphémères, qui ont donné des variations du niveau de la mer de l'ordre d'à peu près d'une trentaine de mètres en amplitude. Dès l'Oligocène et ce jusqu'au Pliocène inférieur, on a eu des calottes beaucoup plus importantes en Antarctique, mais encore variables, ce qui nous a donné des variations du niveau de la mer un peu plus amples, entre 30 et 60 mètres. Mais le grand changement s'est opéré au cours du Pliocène terminal, lorsque, en plus de la stabilité de la calotte antarctique, nous avons eu l'installation de calottes polaires dans l'hémisphère nord, ce qui a donné là des variations qui sont entre 30 et 120 mètres. Donc là, on est rentré vraiment dans des périodes extrêmement troublées du point de vue des variations de niveau de la mer, et ça a des conséquences absolument énormes pour tous les systèmes sédimentaires. Alors, quand on reprend ces périodes les plus récentes, on constate effectivement qu'au cours du Quaternaire notamment, nous avons enregistré des fluctuations du niveau de la mer sur une fréquence de l'ordre de 100 000 ans. À noter également qu'il y a des cycles ici qui se surimposent et qui sont des cycles à plus haute fréquence. Et ça, c'est beaucoup moins connu que les cycles à 100 000 ans, justement, et c'est ce qui fait l'objet de toutes les attentions de nos jours.
L'amplitude de ces variations est comprise généralement entre 120 et 140 mètres, et le changement dans le volume de glace entre 50 et 60 millions de kilomètres cubes. Donc ce qui se passe, si vous voulez, au niveau du Quaternaire, c'est qu'on passe d'une période glaciaire à une période interglaciaire en augmentant les températures de façon importante, le niveau de la mer, bien évidemment, lié à la fonte des calottes polaires. Donc c'est ça que l'on a enregistré au Quaternaire. Ceci est une reconstitution à partir des carottes océaniques. Nous allons voir quelle est la contribution là, des récifs coralliens pour la connaissance de ces variations. Les récifs coralliens sont probablement les enregistreurs les plus fiables du niveau de la mer, parce qu'ils ont, vous allez voir, toutes les qualités qu'ils présentent, ils peuvent être datés avec précision, et surtout, ils donnent une position relativement précise du niveau de la mer. Et ça, c'est lié simplement à leur biologie. Ce sont des organismes qui vivent avec la lumière, et donc, ils sont limités, en tout cas pour les constructeurs, ils sont limités aux 20 mètres, disons, au grand maximum, mais plus généralement entre 5 et 10 mètres. Comment reconstituons-nous une courbe des variations du niveau de la mer à partir des récifs coralliens? Comme je viens de le dire, les récifs coralliens peuvent être datés avec des méthodes de datation absolue, que ce soit l'uranium-thorium ou que ce soit le C14 notamment. Pour des temps plus anciens, on peut aller sur la magnétostratigraphie aussi. Quand je dis que cela donne des mesures assez précises, pour vous donner un ordre d'idée, un corail de 20 000 ans, c'est plus ou moins 15 ans. Pour des géologues, c'est vraiment du pain béni. Ça veut dire qu'on est en train de rentrer là dans des comparaisons directes avec les enregistrements du niveau de la mer à l'échelle humaine. Pour ce qui concerne la reconstitution du niveau de la mer, nous avons besoin de savoir à quelle profondeur vivaient ces coraux. Et pour ça, on a besoin d'avoir un équivalent dans l'actuel. On travaille avec des biologistes, nous sommes également, nous, formés pour ça, et donc on sait que telle et telle espèce de coraux vivent à telle et telle profondeur. Souvent, d'ailleurs, on ne travaille pas qu'avec les coraux, mais on travaille avec l'ensemble de l'assemblage biologique vivant dans le récif lui-même. Donc, à partir d'un forage, ça c'est un exemple de forage, nous avons ici les datations, nous reportons les points, donc l'âge ici, la profondeur ici, et nous obtenons ici en bleu ce qu'on pourrait appeler une courbe de croissance récifale. C'est de la stratigraphie toute bête, on a un âge, on a une position et on reporte nos points. Ensuite, pour déduire la courbe des variations du niveau de la mer, il faut prendre en compte premièrement donc la profondeur à laquelle vivaient ces coraux, c'est ce trait vertical noir qui matérialise ceci, prendre en compte tout ce qui concerne les paramètres qui peuvent influencer les mouvements de la Terre, c'est-à-dire surrection ou subsidence, stabilité dans le meilleur des cas, et tous les phénomènes isostatiques dont on reparlera un peu plus avant sur l'Holocène, c'est-à-dire des phénomènes de compensation par le manteau terrestre liés aux apports d'eau de fonte. Et à partir de là, donc, de toutes ces valeurs-là, on reconstitue ici en jaune une courbe de remontée du niveau de la mer. C'est ça que je vais vous montrer essentiellement dans plusieurs exemples. Avant cela, simplement pour vous dire que pour ce qui concerne les récifs coralliens, vous voyez que, matérialisé ici en rouge, voici les enregistrements dont nous disposons aujourd'hui. C'est-à-dire que, grosso modo, on couvre ici à peu près les 300 derniers millénaires et encore pas en continu. Ça, c'est lié à deux choses. La première chose, c'est que les datations absolues dont je parlais sont limitées par les effets de la diagenèse. C'est-à-dire qu'au plus vous allez loin dans le temps, au plus ils vont être affectés par des phénomènes diagénétiques, c'est-à-dire l'eau de pluie, etc., qui lessivent les squelettes coralliens et qui ne peuvent plus être datés de façon correcte. Première chose. Deuxième chose, c'est la limitation dans le temps, dans l'espace. Le problème, c'est qu'il y a un problème d'accès à ces enregistrements coralliens. La plupart des points que vous voyez là sont ici, ce sont des affleurements. Ce sont des affleurements. Les données qui concernent toutes ces périodes qui sont comprises entre ce qu'on appelle ici les high stands, c'est-à-dire les phases de haut niveau de la mer, ne peuvent être accessibles que par forage. Et là, pour des raisons technologiques, malgré tous les progrès que l'on a pu faire depuis 30 ans, on manque cruellement d'enregistrements. Et vous verrez que, tout à l'heure que souvent, ça se résume à 1 ou 2 enregistrements sur toute la surface de la planète.
Le problème est donc que, si je reviens ici, vous voyez que la période, tout le quaternaire est principalement marqué par des variations très amples et très rapides du niveau de la mer. Ce qui fait que la plupart donc, de ces archives coralliennes sont situées sur les pentes de nos récifs actuels. C'est-à-dire, grosso modo, entre le niveau de la mer actuel et quelque chose comme 120-130 mètres sous la surface du niveau de la mer. C'est ce qu'expriment ici ces différentes figures. Vous voyez cet exemple ici de l'océan Indien avec les différentes terrasses. Cet exemple ici près de la Papouasie-Nouvelle-Guinée avec une très belle terrasse ici à 100 mètres et ici. Vous voyez ici une image de la Barbade. Et ce qui est possible de faire lorsqu'on utilise soit des sous-marins, des ROV ou de la bathymétrie ou de la sismique, c'est de repérer des formations récifales, comme des pinacles comme cela, qui ensuite deviennent des cibles potentielles pour être forées. Mais donc, toute la difficulté est de pouvoir imager ces structures-là et surtout d'y avoir accès, c'est-à-dire de les forer. Cette image, enfin cette carte, va vous montrer toute la pauvreté en fait, des enregistrements coralliens. Je n'ai pas ici inclus ce qui concerne les affleurements, c'est-à-dire les phases de haut niveau de la mer. J'inclus ici tout ce qui concerne les études par sous-marin, dont un exemple est ici, vous voyez qu'il y en a quelques-unes. Le problème est que là, nous avons droit à des données extrêmement ponctuelles et donc ne permettent pas de reconstituer vraiment des variations, mais donnent simplement des informations assez fragmentaires. Deuxième chose, ce que l'on appelle donc les forages peu profonds, c'est-à-dire qui sont généralement faits à partir du récif lui-même, et vous verrez que généralement on couvre 10 000 ans tout au plus, c'est-à-dire l'Holocène, grosso modo. Et là, on en a un certain nombre ici dans la province Indo-Pacifique, c'est-à-dire l'océan Indien plus le Pacifique. On en a un certain nombre. Quand on va ici sur les forages beaucoup plus profonds, c'est-à-dire qu'on est allé beaucoup plus profond. Là, on s'adresse à trois enregistrements, l'un en Nouvelle-Calédonie, l'autre dans l'atoll de Midway, et surtout ici à Mururoa, je vais revenir dans un instant, qui n'a pas été foré pour des raisons scientifiques, bien évidemment, mais les scientifiques ont pu bénéficier de pas mal d'informations liées au forage de Mururoa. Et enfin, comme promis, le forage offshore, c'est-à-dire pour pouvoir accéder à cet ensemble de terrasses qui sont comprises entre 0 et 120 mètres. Et là, ça implique des moyens de forage qui sont des moyens presque pétroliers qu'utilisent les programmes de forage océanique. Ici, un seul enregistrement, c'est celui de Tahiti. On montrera quelques exemples après, qui a été foré avec un navire de ce type-là. Mais là, le niveau d'investissement, actuellement, il est entre 8 et 10 millions de dollars pour une expédition. Mais on a un seul enregistrement ici, dans la province Indo-Pacifique. Je faisais juste allusion à Mururoa. Voici l'exemple donc de différents forages verticaux et forages obliques qui ont été réalisés à Mururoa. Et vous voyez que là, il est possible d'avoir à la fois des phases de haut niveau de la mer, c'est-à-dire donc des périodes interglaciaires, mais enregistrer également des périodes de bas niveau de la mer, c'est-à-dire des périodes glaciaire, ou en tout cas de transition entre glaciaire et interglaciaire. Donc là, on obtient quelque chose qui est une donnée tout à fait importante, mais là, encore une fois, on est extrêmement limité. Mururoa est le seul exemple dans lequel on a à la fois des forages verticaux et des forages obliques, qui avaient été faits, bien sûr, par le CEA, pour non seulement documenter la marge elle-même, pour savoir quelle était la structure de la marge, et pour essayer d'évaluer les risques de pouvoir continuer les essais nucléaires, bien évidemment. Mais tous ces forages-là ont servi à différents scientifiques qui ont permis, ce qui nous a permis ici, notamment nous, il y a une quinzaine d'années, de reconstituer la structure de la marge et notamment de donner des informations relativement importantes sur des stades isotopiques qui sont assez peu connus. Alors, revenons à notre figure, à notre graphe concernant le quaternaire. Comme je le disais, ce qui est important de noter au quaternaire, c'est que c'est pas vraiment une période comme un long fleuve tranquille. Hein. Le quaternaire, c'est une période pendant laquelle on a des fluctuations du niveau de la mer qui sont très rapides et donc avec de grandes amplitudes. Ça implique pour tout ce qui est vivant, et notamment les carbonates et les récifs en particulier, ça implique des changements relativement drastiques à différentes échelles de temps. Donc c'est quelque chose qui a contraint énormément les systèmes carbonatés.
Pour comparaison, là on a 120 mètres à peu près de variation de niveau de la mer tous les 100 000 ans. Dans le Crétacé, on avait 30 mètres ou 20 mètres tous les millions d'années, hein, en gros. Donc ça n'impose absolument pas les mêmes contraintes sur les systèmes carbonatés. Donc l'idée que j'ai eue aujourd'hui pour vous présenter ce talk-là aujourd'hui, c'était vraiment de vous sensibiliser au fait qu'on en a besoin d'enregistrer l'amplitude et la chronologie de ces variations de niveau de la mer à différentes échelles de temps, sachant que lorsque l'on peut contraindre le haut comme le bas, ici, ça va nous permettre de donner des indications sur le volume de glace impliqué. Quand on s'intéresse à la chronologie et la vitesse des changements du niveau de la mer, on s'intéresse au mécanisme des variations de niveau de la mer. Pour ça, aujourd'hui, je vais prendre un exemple qui concerne les phénomènes de déglaciation, c'est-à-dire notamment le dernier, celui qui passe de là à là, c'est-à-dire toute cette remontée du niveau de la mer. Ça va nous donner des indications sur des variations très rapides du niveau de la mer, c'est-à-dire ce que l'on pourrait peut-être, dans le prochain ou les prochains siècles, subir si les fontes de calotte polaire s'amplifient. Deuxième chose importante ici, c'est de travailler, comme je vous le disais tout à l'heure, sur des changements du niveau de la mer à plus haute fréquence. Ça, c'est important également pour reconstituer les mécanismes du niveau de la mer. On ne travaille pas uniquement sur des fontes de calotte polaire, il y a aussi d'autres mécanismes qui interagissent, et en particulier au moment, ici, des périodes interglaciaires. Ce qui est actuellement important de travailler, ce sont ces variations à court terme et à faible amplitude qui donne à peu près ce qui est prévu pour la fin de ce siècle. C'est-à-dire on est de l'ordre du mètre généralement. Et c'est là qu'on peut glaner des informations importantes pour ce qui concerne les changements que nous subissons actuellement ou que l'on pourrait subir. Alors on va démarrer avec la dernière déglaciation. Donc ce que l'on sait à partir des récifs coralliens, eh bien, ça se limite à trois enregistrements dans le monde. Et vous voyez qu'il y en a un même qui concerne en fait que les 13 derniers millénaires, donc qui n'est pratiquement pas la dernière déglaciation. Tahiti, dont j'ai parlé, couvre 3 à 16 000 ans, et la Barbade qui couvre de 8 à 20 000 ans. C'est l'enregistrement le plus complet. Malheureusement, ce site-là, il est situé dans une zone qui est extrêmement active du point de vue tectonique. Donc pour déconvoluer le signal eustatique vrai, c'est assez compliqué. Donc le plus fiable des trois, je vais être assez chauvin, c'est Tahiti. Mais malheureusement, il ne va que jusqu'à 16 000 ans. C'est ça le problème. Donc, quand on regarde ce qui s'est passé là, on a une amplitude qui est de l'ordre de 120 mètres, grosso modo. On a une durée, si l'on considère l'actuelle, qui est à peu près de 20 000 ans. Si on considère la fin vraiment de la dernière déglaciation, qui est autour de 6 000 ans, ça fait donc à peu près 13 000. Et on a une vitesse de remontée du niveau de la mer qui est de l'ordre de 10 mm par an si l'on considère la fin de la dernière déglaciation, ou de 6 mm par an si l'on considère le glaciaire jusqu'à nos jours. Important de garder ces chiffres-là en tête, encore une fois. Ce qu'il y a surtout, c'est que cette vitesse de remontée du niveau de la mer, cette vitesse moyenne, qu'elle soit de 6 ou de 10, elle n'a pas été régulière. Elle a été ponctuée de phénomènes relativement rapides que l'on voit ici, avec notamment, même s'il est toujours en question de nos jours, un événement autour de 19 000 ans, un événement avec donc 30 à 40 mm de remontée du niveau de la mer par an, un événement majeur ici autour de 14 000, 14 500 qui a dépassé les 40 mm par an, et un événement ici qui aurait, disons, avoisiné les 10 à 25 mm par an comme valeur. Il y a encore beaucoup de problèmes là-dessus. Tahiti, malheureusement, on n'a pas tout résolu. On a toujours un problème sur la position réelle du niveau de la mer lors de la dernière glaciation. Je vous disais que l'enregistrement de la Barbade, malheureusement, est un enregistrement un petit peu faussé du fait des mouvements tectoniques. On a toujours des questions qui concernent la remontée du niveau de la mer, ce pulse très rapide ici autour de 19 000 ans, et nous avons toujours des problèmes, vous allez voir, pour ce qui concerne ces phénomènes d'accélération du niveau de la mer qu'on appelle les meltwater pulse, c'est pour ça que vous avez MWP ici, ce pulse-là autour de 14 000 ans et ce pulse-là autour de 11 000, 11 500. Vous verrez que Tahiti a pu répondre à pas mal de ces questions-là.
avant d'aller un peu plus bas, on regarde ce qui se passe au cours des 10 derniers millénaires. C'est un enregistrement que nous avons réalisé dans le sud-ouest de l'océan Indien. Donc, grosso modo, il couvre les 10 derniers millénaires. C'est basé sur des forages qui ont été faits à partir du plateau récifal lui-même, différents forages qui sont descendus jusqu'à une vingtaine de mètres, grosso modo, plus pour ce qui concerne l'histoire récente sur des affleurements. Mais ça, on en parlera un peu plus tard pour ce qui concerne l'Holocène terminal. Donc quand on prend cet enregistrement-là, eh bien, on a une amplitude, donc depuis 10 000 ans à peu près, d'une vingtaine de mètres, et on a une remontée moyenne de 2 mm par an. Mais si vous dites remontée moyenne, c'est donc entre le point le plus bas et le point le plus haut. Mais ça ne traduit pas tout à fait la réalité. Parce que dans le détail, vous voyez qu'ici, vous avez une phase de stabilisation du niveau de la mer qui est autour de 3000 ans, et surtout une diminution assez drastique ici de la remontée du niveau de la mer au cours des 6 derniers millénaires, avec une moyenne de 1,1 mm par an, alors qu'avant, on était ici vers 6 mm par an. L'idée était donc d'aller plus bas, parce que 10 000 ans, bien, ça nous donne des informations, mais en fait, on ne prend que la fin de la dernière déglaciation. Donc l'idée était d'aller beaucoup plus bas et d'essayer de documenter tout le reste. C'est pour ça que l'expédition Tahiti a été basée sur un projet qui a compris à la fois Tahiti et le forage de la Grande Barrière d'Australie, qui était supposé, et qui, ça s'est vérifié d'ailleurs, qui va plus bas même que Tahiti. Donc ces deux régions-là devaient donner une courbe régionale intéressante pour ce qui concerne la dernière déglaciation dans le Pacifique. Tahiti a rempli ses objectifs. La Grande Barrière, les résultats sont en train d'être publiés. C'est très prometteur également. Donc on va arriver à avoir une courbe composite qui aura une signification pour ce qui concerne le Pacifique. Donc l'idée, étant donné qu'on a affaire à un niveau de la mer qui remonte sur une marge d'îles volcaniques, c'était de réaliser en fait des transects, comme vous voyez là, des transects de forage avec un navire donc, de type pétrolier en fait. 3 transects ont été réalisés autour de Tahiti en complément de forages que nous avions fait à terre également, et donc je vous montrerai un petit graphe tout à l'heure. Ça nous a donné donc une reconstitution qui est relativement intéressante du niveau de la mer, avec donc la partie offshore qui est ici en bleu, la partie onshore qui est en marron. Ça nous a permis donc de documenter ce fameux Meltwater Pulse 1A compris entre 14003 et 14065, c'est-à-dire quelque chose qui a duré 350 ans. 3 siècles et demi, pas plus. En 3 siècles et demi, le niveau de la mer est monté de 16 mètres. Ce qui veut dire qu'on a une remontée du niveau de la mer qui est de l'ordre de 50 mm par an. 50 mm par an. Donc celui-là a parfaitement été documenté. La deuxième période d'accélération du niveau de la mer enregistrée ici à la Barbade, qui concerne le Meltwater Pulse 1B, par contre, vous voyez déjà qu'on a un peu plus de problèmes pour le situer. Alors, je reviens un instant sur le 1A. Ce qui est important de noter du point de vue paléoclimatique, c'est que donc cette nouvelle chronologie du 1A par rapport à ce qui avait été documenté ici à la Barbade montre surtout qu'il est intervenu beaucoup plus tôt dans l'histoire de la dernière déglaciation, et il est surtout ici lié à la mise en place d'un interstade Bolling, ce qui a une signification climatique. On ne comprenait pas très bien pourquoi on avait cette phase d'accélération du niveau de la mer dans ces périodes-là, c'est-à-dire entre 13,6 et 14, sur la Barbade. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a publié ce papier-là, on a regardé de près l'enregistrement à la Barbade, qui, outre les problèmes tectoniques, il y a également un problème d'interprétation des communautés coralliennes, et en fait, tous ces points-là, en fait, ne sont pas tout à fait valides, et en fait, il semblerait effectivement que la Barbade enregistre le Meltwater Pulse 1A en même temps que Tahiti. Ce qui veut dire qu'on a une uniformité des choses. Ce qui veut dire que, contrairement à ce que l'on pensait précédemment, ici sur cette modélisation, on n'a pas une différence énorme entre les deux, mais on a en fait quelque chose qui se comporte à peu près de la même façon du point de vue chronologie et amplitude. L'implication de ça, et ça a été publié par un collègue américain, Bob Cobb, qui a pris donc nos données et notre réinterprétation également de la Barbade, et qui a montré que grâce à ça,
on pouvait démontrer que l'Antarctique avait joué un rôle significatif dans la dernière déglaciation, alors qu'auparavant, basé uniquement sur la Barbade, on pensait qu'il ne s'agissait qu'un phénomène lié aux calottes polaires de l'hémisphère nord. Donc c'est une avancée du point de vue paléoclimatique. Donc, pour montrer, encore une fois, que les récifs coralliens sont des enregistreurs extrêmement fiables et nous permettent d'acquérir des données absolument considérables pour ce qui concerne le niveau de la mer. Je vous promettez la deuxième phase d'accélération du niveau de la mer, que l'on voit ici mise en évidence apparemment ici dans la Barbade. À la Barbade, quand on regarde sur Tahiti, nous, on a quelque chose qui passe tout à fait en continu, avec les mêmes colonies, les mêmes communautés coralliennes, etc. Donc, ce qui nous permet de dire qu'à Tahiti, nous, on n'a aucune discontinuité dans notre enregistrement. Et donc, pour nous, il y a vraiment un problème. Soit vraiment Tahiti et la Barbade sont totalement différents, soit à la Barbade, il y a un petit problème d'interprétation peut-être. Mais là, en tout cas, nous, on n'a aucun enregistrement, ce qui est d'ailleurs conforme à ce qui a été enregistré dans d'autres sites, notamment en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Avant d'avoir réalisé ces forages en offshore, nous avions également travaillé en onshore, c'est-à-dire qu'on a foré le récif de Tahiti, donc le récif barrière lui-même. Et là, l'intérêt, c'est qu'on est descendu relativement bas, puisqu'on a foré à peu près 80 mètres avant de trouver des niveaux beaucoup plus anciens. Et à la base de ces 80 mètres, on a trouvé un âge de 13 800 ans. Ce qui veut dire que c'est juste après le fameux Pulse 1A dont on a parlé, mais ça permet d'avoir un enregistrement tout à fait continu depuis 13 800 jusqu'à 3000 ans. On note que la stabilisation du niveau de la mer s'est opérée quelque part autour de 6000, 5000 ans. On va y revenir tout à l'heure parce que maintenant on travaille avec donc toute une équipe sur la reconstitution des 5 ou 6 derniers millénaires. Mais donc on a quelque chose qui est tout à fait continu, qui nous permettent de démontrer ici que donc ce pulse 1B ici n'est pas mis en évidence, et un troisième pulse qui avait été envisagé également dans les Caraïbes autour de 7000 ans. Pareil, aucun enregistrement pour ce qui concerne Tahiti. Ce qui est important ici, c'est de noter qu'on enregistre une amplitude de, grosso modo, de 80 mètres, une durée donc de 13 800 ans, avec une vitesse moyenne de remontée de 6 mm par an. Là aussi, c'est trompeur. Quand on parle de vitesse moyenne, on dit que c'est trompeur parce que vous prenez en compte là-dedans, bien sûr, les 2 mm qui ont caractérisé les 6 derniers millénaires. Parce que vous regardez ici ce qui se passe, grosso modo, entre 13 000 et 11 000, vous avez des taux de remontée du niveau de la mer qui frisent les 14 mm par an, ce qui est déjà une contrainte assez considérable pour un écosystème vivant comme le récif corallien. Je ne peux pas m'empêcher en tant que géologue récifal, c'est qu'en parlant du niveau de la mer, on regarde un peu quels sont les impacts quand même sur les écosystèmes, parce que ça c'est quand même tout à fait important pour les villes, les îles et tous les continents qui possèdent des récifs coralliens, c'est de savoir ce qui va se passer, parce que les récifs coralliens, ce n'est pas uniquement joli, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement utile à la fois dans le climat mondial, dans l'écosystème marin, mais également comme effet protecteur des côtes. Donc quand on regarde ce qui se passe ici au niveau de Tahiti, avec cette remontée du niveau de la mer, on voit surtout qu'on a eu un système qu'on appelle backstepping, c'est-à-dire de rétrogradation du système récifal, mais en tout cas, on voit que l'on n'a aucun arrêt dans la croissance récifale. Chaque fois que le niveau de la mer monte trop vite, y compris ici où on a atteint des 40 à 50 mm par an, le récif, lui, il recule. Alors, pas de problème dans une île comme Tahiti, qui est une île haute, qui monte jusqu'à 2000 mètres, donc une île volcanique haute. Par contre, problème si vous avez un atoll, si vous avez quelque chose qui est très plat, vous avez le niveau de la mer qui remonte très vite, là, le récif, il peut tout à fait disparaître. D'accord ? Donc, tout l'intérêt de considérer non seulement les variations de niveau de la mer, mais également ce qui se passe, enfin la structure de l'île ou du continent. Ça a une importance absolument considérable pour ce qui concerne donc ce que nous pouvons envisager pour l'avenir, en particulier, c'est les plus connus, les atolls des Maldives.
après avoir balayé un petit peu rapidement la dernière déglaciation, maintenant on va voir ce qui se passe au niveau des interglaciaires. Et donc notamment, je vous ai dit qu'à Tahiti, je vous ai laissé vers 6000, 5000 ans. Et là maintenant, on s'amuse depuis quelques années à regarder ce qui se passe au cours de l'Holocène moyen à supérieur, en se demandant si on ne pourrait pas là avoir quelque chose qui est un analogue à ce que nous sommes en train de vivre de nos jours. Là, vous voyez un collègue suisse qui, enfin, il professe en Suisse, et qui se situe ici sur des affleurements anciens qui ont grosso modo 3000, 3500 ans et des structures ici qui sont actuelles. L'histoire des variations du niveau de la mer dans ces périodes-là, c'est-à-dire les 6 derniers millénaires, lorsque les glaces ont fini la dernière déglaciation a fini son histoire, lorsque les calottes polaires ont fini de fondre, c'est juste un problème de réajustement au niveau de la planète, en particulier vis-à-vis du manteau. Ce que l'on a eu, c'est donc essentiellement dans ce qu'on appelle ici le far field, c'est-à-dire les périodes vraiment les endroits les plus reculés, les plus éloignés des calottes polaires, c'est qu'on a eu un apport d'eau de fonte, mais que donc par phénomène de compensation, par la suite, ces eaux ont eu tendance à remigrer vers les hautes latitudes, ce qui fait que ça a permis de faire diminuer, si vous voulez, le niveau marin relatif et de mettre à l'affleurement des récifs qui ont été formés à ces périodes-là. C'est-à-dire, grosso modo, vous allez avoir des récifs dont là j'ai compris entre 2000 et 6000 ans, qui sont maintenant à l'affleurement, et c'est ce sur quoi on a travaillé, bien évidemment. Alors, sur la base de cette histoire des variations du niveau de la mer, beaucoup d'auteurs ont travaillé sur les différentes histoires ou les différentes reconstitutions de l'histoire de la dernière déglaciation en utilisant différents paramètres sur la viscosité du manteau, etc. C'est ce qu'on appelle le Glacial Isostatic Adjustment, c'est pour ça qu'on dit plus souvent GIA. Alors, quand on disait pourquoi ça pourrait être un analogue pour les variations de niveau de la mer au cours de ce siècle, eh bien, c'est parce que sur la prédiction à partir de ces modèles-là, on aboutit à quelque chose qui est compris entre 1 et 2 mètres. Donc on est à peu près dans la gamme de ce qu'on peut attendre pour la fin de ce siècle. Quand on parle de vitesse ici, on est sur 1 à 2 mm par an. On n'est pas très loin de ce qu'on enregistre, on est même un peu en dessous de ce qu'on enregistre de nos jours. Donc on s'est dit, allons-y, essayons de voir cela. L'autre intérêt, c'est que ces modèles-là, comme tout modèle, ça n'est pas parfait, et il faut donc des contraintes de terrain, et travailler sur des affleurements extrêmement précis permet de pouvoir contraindre davantage ces modèles. Alors quand on dit précis, nous utilisons certaines formes de colonies coralliennes qu'on appelle des micro-atolls. L'intérêt de cela, c'est qu'ils sont vraiment, leur surface supérieure marque le niveau des basses mers. Alors, ça veut dire que lorsque vous avez quelque chose, une surface qui est relativement plate, vous avez donc un marqueur des basses mers. Si vous datez votre corail ancien, vous avez un marqueur. Heureusement, leur surface n'est pas toujours plane, comme vous le voyez ici. En fonction des variations du niveau de la mer, la colonie corallienne aura tendance à recroître vers le haut, ou alors à sa surface aura tendance à descendre. Et donc, c'est cette reconstitution dans le temps, puisque donc l'âge le plus ancien se situe au centre et l'âge le plus récent sur les marges, puisqu'ils sont donc limités par le niveau de la mer, ils croissent de façon centrifuge, qui va nous donner une indication sur cette variation du niveau de la mer. Vous voyez ici un exemple au cours duquel le niveau de la mer est monté, la marge étant plus haute que le centre de la colonie. Ici, le niveau de la mer a chuté depuis le centre vers la périphérie. Quelques données, ne sont pas toutes là, sur ce que nous sommes en train de faire donc en Polynésie, avec ma collègue Nadine Allman qui se situe dans la salle. Vous avez ici donc une plateforme de l'Holocène avec tous ces micro-atolls qui ont été très bien datés. On les reporte ici. On a un platier Holocène ici qui est entre 7000 et 4500 ans. Et donc, on reconstitue là les variations du niveau de la mer. On a des points maintenant qui sont intermédiaires entre cela, mais vous avez grosso modo ici un niveau de la mer qui est à son maximum autour de 3500 ans, à quelque chose comme 50 cm par rapport
aux structures équivalentes que nous avons de nos jours. C'est-à-dire qu'on a 50 cm. On n'est plus sur 1 mètre ou 2 mètres comme les modèles pouvaient l'envisager. On a donc, on va dire qu'au maximum, on est entre 0,60 et 0,9 sur une durée d'à peu près 1000 ans, et on a des vitesses de remontée du niveau de la mer qui sont inférieures au millimètre par an. Et là, on n'a que de phénomènes de compensation isostatique. L'intérêt de ces micro-atolls, c'est qu'également, ils nous permettent d'enregistrer des variations de niveau de la mer à haute fréquence, qui peuvent pratiquement traduire des variations de température, notamment. C'est pour ça que, parallèlement, en plus de les dater, on fait également tout un tas une batterie de proxys géochimiques qui nous permettent de reconstituer les températures, les salinités, etc. Ce qui est important de noter, c'est que l'on a ici des distances entre les différentes rides, vous voyez ici des profils sur deux de ces micro-atolls, qui sont comprises entre 5 et 10 cm, sachant qu'un corail, c'est à peu près, la vitesse de croissance est à peu près 1 cm par an. Donc là, vous avez entre 5 et 10 ans entre chacune de ces rides. L'amplitude maximale, disons la hauteur maximale de ces rides est à peu près de 15 cm. On s'adresse ici donc à des changements du niveau de la mer qui sont sur une résolution annuelle ou décennale. Et là, on s'adresse à des phénomènes de type ENSO, par exemple. C'est pour ça qu'il faut coupler absolument ces enregistrements du niveau de la mer avec les enregistrements de paramètres physico-chimiques. Pour terminer, un autre dernier interglaciaire, le plus fameux, c'est donc le dernier interglaciaire qui s'est produit il y a à peu près 125 000 ans. Et là, ça peut nous donner quelques pistes pour ce qui concerne les changements futurs. Alors, étant donné qu'à cette époque-là, le niveau de la mer était plus haut qu'actuellement, on va le voir dans un instant, ces études-là sont surtout des études d'affleurement. Malheureusement, le problème, c'est que là aussi, il y a des altérations diagénétiques qui font qu'on ne peut pas toujours le caractériser. Mais grosso modo, ici, j'ai récapitulé un petit peu les données que l'on a de nos jours. Ce qui est important ici, c'est de noter, c'est qu'on a affaire à des températures qui étaient entre 2 et 5 degrés supérieures à celles que nous enregistrons de nos jours. C'est-à-dire que là aussi, on est dans une gamme d'augmentation de température qui est à peu près convenable avec ce que l'on envisage pour le prochain siècle, grosso modo. Quand on regarde le timing, parce que là, effectivement, ça apparaît être un pic, mais on s'aperçoit que généralement, le début est entre 128 et 124, et la fin entre 119 et 116. Ce qui veut dire que, vous voyez que la durée, elle n'est pas tout à fait bien contrainte. On est entre 5 et 12 000 ans. Ce n'est pas tout à fait évident. C'est quelque chose qui n'est pas constant. Il y a une grande variabilité suivant les effleurements. Quand on regarde l'amplitude, ce qu'ont fait donc des collègues, on voit que l'on a très souvent des 3 mètres, qui est rappelé pour le dernier interglaciaire. Et en fait, une étude plus récente de Bob Kopp a montré qu'en réanalysant à peu près toutes les données qu'il possédait sur le dernier interglaciaire, a montré que l'amplitude était comprise généralement entre 6,6 et 8. Et vous voyez que la majeure partie des données à 6 mètres 60. Ce qui donne une remontée rapide du niveau de la mer avant d'atteindre le haut niveau autour de 5,5 à 5,6 mm par an, en tout cas pour ce que l'on connaît, parce que si l'on voulait saisir l'ensemble de cette déglaciation-là, il faudrait faire des forages offshore et pouvoir avoir un enregistrement continu, un peu comme on a fait à Tahiti. Ce que semble montrer en tout cas ces enregistrements, et je vais le montrer là dans les 2 prochaines diapositives, c'est une grande variabilité sur la chronologie et l'amplitude des variations de niveau de la mer au cours du dernier interglaciaire. Quelle est la signification de tout ça? 2 études ici qui ont été faites assez récemment, donc sur les 5-6 dernières années, montrent des choses qui ne sont pas tout à fait en phase d'ailleurs. Il ne m'appartient pas de juger l'une et l'autre. Mais ici, vous voyez que
entre 123 et 119, on a cette donnée-là qui montrerait que le niveau de la mer était situé à 3 mètres au-dessus du niveau marin actuel, redescendant à peu près au niveau marin actuel et remontant de façon très brutale à 119 000 ans, à peu près à 6 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce qui implique une durée d'à peu près 4 000 ans, mais surtout une vitesse moyenne de remontée d'à peu près 3 mm par an. Une autre étude ici, notamment sur le Yucatan et les Bahamas, montre qu'il n'y aurait pas eu cette phase de bas niveau de la mer et on aurait simplement eu un niveau de la mer qui serait monté de 3 à 6 mètres. Dans ce cas-là, effectivement, les vitesses moyennes sont inférieures au millimètre. Ceci montre, quelle que soit la qualité de l'un et de l'autre, ou la véracité de l'un et de l'autre, ce qui montre surtout, c'est qu'il y a eu une instabilité des calottes polaires au cours du dernier interglaciaire. Ça n'a pas été quelque chose de absolument constant au cours du dernier interglaciaire. Et c'est bien ce que démontre également cette autre étude qui a été réalisée là, il y a 7 ans, qui montre que si vous lissez tout au niveau du long terme, eh bien, on a quelque chose qui semble relativement plat, mais quand vous regardez dans le détail ce qui se passe, ceci est basé sur la mer Rouge, vous avez dans le détail, donc, au niveau du dernier interglaciaire, des variations relativement rapides, pas de très grande amplitude, mais en tout cas des variations rapides qui démontrent cette instabilité des calottes polaires au cours du dernier interglaciaire. Et là, vous voyez que au sein même d'un interglaciaire, vous avez des variations de niveau de la mer qui peuvent être comprises entre 11 et 25 mm par an. Et que là, on atteint quand même des valeurs qui sont extrêmement rapides. Pour conclure, j'espère vous avoir convaincu par le fait que les coraux, les récifs coralliens sont vraiment des enregistreurs extrêmement privilégiés, je dirais, du niveau de la mer. Ce qui est important, c'est que c'est surtout, vu leur possibilité de les dater et de reconstituer très précisément le niveau de la mer, ils enregistrent toutes les variations du niveau de la mer. Non seulement celles à long terme, mais également celles à court terme, incluant même au niveau même je dirais, à l'échelle humaine. Et c'est là où c'est tout à fait important, parce que ce que nous avons actuellement, c'est un peu plus d'un siècle d'enregistrement. Il nous faut quelque chose qui nous permette d'aller au-delà, pour connaître ce qui s'est réellement passé avant, pour pouvoir déduire si ce que nous vivons actuellement est effectivement, ou au moins proporté, lié à aux activités anthropiques. Malheureusement, vous avez vu que nous avons quelques limitations, en fait. La première, c'est que les techniques de datation actuelles nous limitent aux 700 derniers millénaires, en gros. 700 derniers millénaires. C'est le cas de l'uranium-thorium. Au-delà de ça, on travaille sur la magnétostratigraphie. Le problème est surtout que lorsqu'on s'adresse à des affleurements, on a toujours des problèmes de diagenèse qui peuvent perturber le système et qui, à terme, nous empêchent de dater correctement nos coraux. Et surtout, je dirais que si l'on veut apprendre davantage de ce qui s'est passé entre les périodes glaciaires et interglaciaires, c'est vraiment très compliqué d'aller les chercher, ça demande beaucoup d'investissement et nous avons besoin de davantage d'enregistrements pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé entre les périodes glaciaires et interglaciaires. La nécessité, c'est vraiment effectivement de combiner cela à d'autres enregistrements de niveau de la mer. Pour terminer, si on veut comparer simplement un petit peu les valeurs que l'on a annoncées jusqu'à présent, on s'aperçoit que pour la dernière déglaciation, on a une valeur moyenne de 10 mm par an. Et vous avez vu que 10 mm par an, ça paraît un peu trompeur, parce que ça ne permet pas de saisir ce qui s'est passé en instantané. Et en instantané, on a eu des épisodes comme le Meltwater Pulse 1A, qui sur 3 siècles a permis au niveau de la mer de remonter de plus de 40 mm par an. Même chose pour ce qui concerne le dernier interglaciaire, 6 mm par an en moyenne, et vous avez vu là qu'on est entre 11 et 25 mm par an pour ce qui concerne des variations à haute fréquence au cours du dernier interglaciaire. Pour l'Holocène, nous avons quelque chose qui est inférieur au millimètre par an. Mais là, on n'a pas affaire à des variations de niveau de la mer qui sont liées aux calottes polaires ou à la fonte des calottes polaires. On a quelque chose qui est simplement un réajustement isostatique. Voilà pourquoi il y a cette grosse différence. Par contre, lorsqu'on regarde ce qu'on a comme enregistrement, 1,7 pour
le XXe siècle. Les 2 dernières décennies, on est à 3,2 mm par an. À la fin de ce siècle, nous avons vu tout à l'heure qu'on pourrait friser les 10 mm par an selon les différents scénarios possibles. 10 mm par an, on est déjà sur une valeur moyenne des remontées de niveau de la mer au cours de la dernière déglaciation. Je vous remercie beaucoup.